Nous allons commencer la séance jusqu'à 17 heures sur 4 présentations différentes. Nous avons l'avantage d'avoir 4 personnes bien expérimentées et un 5e qui va faire les commentaires. Monsieur Armel Nganzi, qui travaille avec le projet de Capacity Building for Responsible Minerals Trade en RDC, qui habite à Goma et qui est responsable du projet dans cette zone avec les expériences bien intéressantes. Et ensuite, deuxièmement, nous aurons M. Sylvain Sommet de Burkina Faso qui va parler de ses expériences avec la mise en place des programmes de gestion des activités des artisans minéraux au Burkina Faso. Monsieur Hilaire Diarra, qui est avec Randgold Resources, lui va parler de ses expériences de cohabitation au Mali. Et enfin, nous aurons aussi Monsieur le DG SG de Sordami, Monsieur Kwame, notre movie star de la présentation de cet après-midi, qui va réfléchir encore davantage sur l'applicabilité du modèle Sordami pour les autres parties du pays et dans les autres secteurs miniers. Donc, sans retarder, j'aimerais passer la parole à M. Armel Nganzi pour parler pendant quelques minutes sur les expériences de coexistence et les leçons apprises en RDC. Merci, Armel. Merci beaucoup, Marc. Je vais essayer de vous parler des expériences que l'on a de cohabitation en RDC et ce que le projet CBRMT essaye de faire et quel accompagnement il apporte justement à ce type de projet. Avant de parler de ça, je voudrais justement rentrer dans le contexte. Pourquoi il y a ces problèmes justement de cohabitation? Quelle est la situation au niveau du Congo? Je pense qu'hier dans une question, je disais que le Congo était rempli justement de ressources qui impliquent justement la même chose aussi sur les permis miniers. Vous avez une carte qui est juste là et qui montre juste la distribution des permis miniers sur le Congo. Je voudrais vous préciser que toutes les parties vides sont soit la zone forestière, soit des zones protégées. Donc vous imaginez à peu près l'étendue des permis et la place que l'artisan minier peut avoir dans cela. Et là, sur la seconde, vous avez justement des sites miniers qui sont justement superposés à ces permis. Vous pouvez très bien constater la dimension du problème. Combien les sites sont superposés sur les permis. Et là, c'est uniquement dans l'est du Congo. Là, vous avez justement une étude que nous avons accomplie en 2014 sur juste un échantillon. C'est pratiquement un quart des sites miniers qui sont identifiés. On parlait d'environ 3000 sites miniers qui sont identifiés au Congo. Là, nous avons à peu près 600 et quelques sites sur lesquels on a travaillé. Et voici la distribution de ces sites sur les permis miniers. On a pratiquement 90% de ces sites qui sont localisés dans des zones qui ne sont pas autorisées à l'activité minière, c'est-à-dire permis de recherche, permis d'exploitation et autres types de permis qui ne sont pas qui sont des titres et dont l'activité artisanale n'est pas reconnue sur ces permis. Et là, maintenant, nous avons ici l'exemple d'une société minière qui s'appelle Asakima, qui est exactement comme la Sodemi, une société d'État. Voilà la distribution de ces permis, et comme vous pouvez le constater, un peu vers l'est, un de ces permis est complètement occupé par les artisans miniers et bien sûr aussi dans la partie centrale. Et c'est justement ce modèle, cette société, nous allons en parler parce qu'elle a été obligée justement d'appliquer un certain modèle. Et là, vous avez une autre société, qui est une société canadienne, qui est en phase de production, qui elle aussi connaît le même problème. Avec, comme vous pouvez le voir sur tous ces permis d'exploitation, combien les sites miniers occupent ces permis d'exploitation. Comme vous voyez, ceci a engendré beaucoup de problèmes. Et encore, vous savez très bien que le Congo est une zone assez sensible. Elle sort d'un conflit. Et gérer cette situation entre artisans miniers qui, comme on le dit aussi, sont des fois propriétaires terriens, sont des autochtones de la place,
Le déguerpissement ne serait pas la solution, puisqu'ils considèrent que la terre leur appartient. Ils considèrent aussi qu'ils sont aussi les premiers, c'est un problème de compréhension, toujours entre la loi et la compréhension. Ils considèrent qu'ils sont les premiers occupants. Ils considèrent que c'est eux qui ont découvert les gisements avant les attributions des permis. Alors, il faut faire avec. Il faut pouvoir discuter avec cela. Et les sociétés ont essayé d'utiliser la force, comme on le dit ici depuis hier. Ils reviennent à chaque fois. Dès que la société arrête un peu ses activités, ne serait-ce que pour quelques jours, ils reviennent. Ou bien la nuit d'ailleurs. Ils reviennent sur les sites. Et donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça la situation. Et donc, comme je parlais hier, il y a des structures au niveau du Congo qui sont les comités provinciaux de suivi, avec les sociétés minières qui se plaignaient. Les comités provinciaux de suivi ont entamé justement une négociation, une discussion, un plaidoyer auprès de ces sociétés minières pour pouvoir autoriser les artisans miniers à travailler sur ces sites. Ce plaidoyer a été justement relayé par le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, et des solutions ont été trouvées. Le ministre national a émis un courrier et une lettre demandant à ce que... Une chose que j'ai oubliée aussi, c'est que pour qu'un site soit légal au Congo, il faut qu'il soit visité par une équipe. Hein, on appelle ça une équipe de qualification, mais c'est une équipe multipartite qui puisse valider le site étant un site libre de toute activité négative. Et donc, le ministre a demandé à ce que ces sites ne soient validés que si la société donne son accord à ce que les artisans miniers travaillent dessus. Donc ça a ouvert un peu une voie sur laquelle vraiment tout le monde est une brèche sur laquelle tout le monde s'est jeté. Et donc les sociétés minières ont commencé à signer des accords avec les artisans miniers. Il faut dire qu'il y a plusieurs types de sociétés. Et là, on va voir le cas de deux sociétés typiques. Une société d'État qui n'a pas encore commencé ses activités, mais qui possède des permis sur lesquels il y a les artisans, et une société industrielle privée canadienne qui a commencé ses activités, mais qui, bien sûr, sur les portions de terrain où il n'y a pas encore production, se voit envahie par les artisans miniers. Pour le premier, c'est le cas de je reviens un peu, c'est le cas de la Sakima, c'est le précédent modèle. Cette société a signé justement avec les artisans miniers un accord avec la transition du comité provincial de suivi pour l'encadrement de ces artisans miniers. L'encadrement de ces artisans miniers, contrairement au modèle SODEMI, il est effectué par les services étatiques. Même si la société est une société étatique, il y a les services techniques qui, eux, s'occupent de l'encadrement. Et donc, cette société a signé aussi un protocole avec ces services techniques qui vont s'occuper justement de l'encadrement de ces artisans miniers sur ces sites. Et bien sûr, il y a des clauses, donc les artisans miniers devront verser une partie de leur production à la société, soit vendre à la société, mais si la société n'a pas les moyens, comme c'est le cas, vendre à un autre partenaire, mais une portion reviendra vers la société. Et le système fonctionne. Nous avons des systèmes dans des cas dans la cassiterite, nous avons des cas dans le coltan, qui fonctionnent très bien. La seule différence, c'est qu'on a des coopératives au Congo. Et c'est ça aussi le point crucial. Il faut absolument que, pour qu'un système comme ça fonctionne, il faudrait que les mineurs soient organisés en une certaine entité. Discuter et travailler avec des artisans éparpillés ne résoudra aucun problème, et absolument il faut trouver une structure. La structure justement du village est une très belle structure dans le système SODEMI, mais d'autres législations ont d'autres structures comme au Congo où les artisans miniers sont obligés de travailler sous des coopératives, et donc là ça fait le système. Maintenant je vais venir sur le système de Banro qui est sur lequel nous travaillons personnellement. Nous jouons justement avec l'État ce rôle d'encadrement. Donc la société Banro, elle, pour déguerpir, comme on le dit, les artisans miniers, a proposé à ces artisans miniers une autre zone. Une zone qu'elle a prospectée, une zone qu'elle a évaluée, et qu'elle a donnée à ces artisans miniers, en les appuyant bien sûr d'un point de vue matériel, en les appuyant techniquement, et en demandant bien sûr l'appui du gouvernement, mais aussi l'appui des partenaires techniques que nous sommes, pour venir organiser la chaîne. C'est pour ça qu'on parlait de formalisation et de légalisation. Nous nous occupons de la formalisation maintenant de ce secteur, à travers l'appui technique en équipement, à travers la formation, que ce soit une formation en gouvernance des coopératives, en santé, sécurité, environnement, pour la protection de l'environnement, la réduction du mercure. Nous essayons d'apporter des équipements qui
n'utilise pas le mercure pour la concentration du minerai. Et nous mettons en place, et là nous avons comme programme justement de mettre en place des activités génératrices de revenus pour les personnes qui sont autour des mines. Parce que comme vous le savez, les artisans miniers, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont besoin de nourrir leur famille. Alors nous essayons, nous, d'apporter aussi cela, de voir comment les familles peuvent se soutenir pour que les artisans miniers, eux, puissent travailler normalement dans leur site. Et donc ce système, encore nous appliquons le guide de due diligence et nous mettons en place la traçabilité du minerai. Donc, à travers ce système, la compagnie, l'investisseur privé peut investir, reste en production. L'État et nous nous occupons de la coopérative qui fait rentrer ses produits dans la chaîne légale, puisque l'État a construit, avec l'aide de l'USAID, a construit des points de vente qui vont servir justement de points de concentration de ce minerai. Et nous allons mettre en place une traçabilité qui justement va permettre à l'État de récolter les dividendes qui, à la base, dans un système informel, ne reviennent pas à l'État. On a calculé à peu près 90 ou 97% de la production artisanale de l'or du Congo n'est pas déclarée. Et donc, ça nous permettra de réduire au moins ce chiffre un tout petit peu. Et avec les efforts de Tetra Tech, de PAC et d'autres initiatives, nous pensons augmenter le taux de production légale. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il y a plus à dire, mais bon, comme le temps est limité, je vais en rester là. Mais ce sont des systèmes qui marchent. Et la chose que nous devons chercher, ce n'est pas de lutter contre l'artisanat minier, mais c'est le faire progresser d'un artisanat minier à la petite mine, et peut-être pas pourquoi à l'industrialisation. Merci. Merci Armel. Je crois qu'on commence à connaître certains mots qui apparaissent un peu partout. La progression, la négociation, le dialogue, les mots-clés très importants. Nous allons garder les questions jusqu'à la fin pour que les présentateurs puissent avancer dans leurs petits exposés. J'ai l'honneur maintenant d'avoir M. Sylvain Sommet du ministère des Mines et de l'Énergie de Burkina Faso pour parler de leur expérience de coexistence. Merci, M. Sommet. Bon, merci. Je m'appelle Sommet Sylvain, directeur général des mines, de la géologie et des carrières du Burkina. Bon, comme vous le savez, tout le Burkina Faso est couvert par des permis miniers. Et là, que ce soit les exploitants industriels ou les exploitants artisanaux, c'est la même ressource qu'ils doivent exploiter. Donc, ça devient un mariage forcé et l'État a le droit de réglementer ce mariage et c'est à travers la loi. Donc, l'État a légiféré dans le code minier que les exploitants miniers puissent pouvoir exploiter dans les permis d'exploration. Puisque au Burkina, les formations géologiques qui contiennent l'or, c'est les ceintures de roches vertes birimiennes. Et c'est dans ça que les industriels prospectent pour découvrir les gisements industriels. Et c'est dans ça que les artisans miniers aussi prospectent et exploitent. Et c'est en général eux qui devancent les industriels. Le Burkina Faso autorise dans sa législation l'exploitation artisanale sur des permis de recherche. Pourquoi? Quelles ont été les expériences positives comme négatives du Burkina Faso par rapport à cette coexistence? Le Burkina Faso a une longue expérience dans la gestion de cette problématique. Quelles leçons à tirer pour la sous-région? Bon, la base légale, c'est la loi. Donc la loi 036-2015 CNT du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso. En son article 17, les titres miniers et autorisations ne sont superposables en partie ou en totalité que sur accord écrit du titulaire du titre minier préexistant. L'article 72, l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mine ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l'obtention subséquente d'un titre minier. L'article 73 stipule que l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mine ne peut empêcher les activités de recherche sur la superficie couverte
par la dite autorisation. En cas d'octroi d'un titre d'exploitation couvrant la même superficie, l'autorisation ne sera pas renouvelée, mais le bénéficiaire aura droit à une indemnisation par le nouvel exploitant. L'article 79 stipule que le renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mine se trouvant sur un terrain couvert par un permis de recherche ne peut se faire qu'avec l'accord écrit du titre du permis de recherche, du titulaire de recherche. Bon, les raisons. Bon, l'article 5.15 du Code minier définit l'exploitation minière artisanale comme suit. L'ensemble des opérations qui consistent à extraire et à concentrer des substances minérales comme l'or, le diamant et les autres gemmes provenant des gîtes primaires et secondaires affleurants ou subaffleurants et à en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle n'utilise pas d'équipement ni d'énergie mécanique et n'est pas fondée sur la mise en évidence d'un gîte ou d'un gisement. Ok. L'exploitation artisanale constitue un moyen de lutte contre le chômage de la population rurale, surtout en saison sèche. Selon les statistiques de la politique sectorielle des mines, plus d'1 million de personnes interviennent activement dans le secteur de l'exploitation artisanale de l'or. La superficie maximale d'une autorisation d'exploitation artisanale est de 1 km². La superficie du permis de recherche peut couvrir jusqu'à 250 km². Tout le territoire du Burkina est couvert par des permis de recherche. Ne pas permettre l'exploitation artisanale sur ces permis avec l'accord de leurs détenteurs reviendrait à interdire l'exploitation artisanale. L'expérience positive. Le fait d'accorder des permis des autorisations d'exploitation artisanale montre qu'au moins il y a un répondant. Il y a un répondant à qui le détenteur du permis de recherche peut se référer à tout moment. Parce que s'il n'y a pas un propriétaire et que c'est des sites sauvages, pour déguerpir, on ne sait pas à qui s'adresser pour... par exemple, si le propriétaire du permis de recherche arrive à trouver un permis d'exploitation, il faut que s'arrête l'exploitation artisanale. Si le détenteur, s'il n'y a pas un répondant, il faut utiliser la force, et quelqu'un l'a dit ce matin, ce n'est pas toujours la meilleure méthode. Donc, l'aspect positif d'avoir un répondant des autorisations artisanales, c'est que le propriétaire du permis peut à tout moment, suivant les accords qu'ils ont eus au départ, le demander, là je suis arrivé à mon exploitation, est-ce que vous pouvez... Parce que dès qu'on a une autorisation d'exploitation, cette autorisation est déduite de la superficie du permis de recherche. Ils peuvent encore s'entendre pour qu'ils puissent le déplacer encore sur le permis de recherche et procéder à son exploitation. Donc c'est quand même un aspect positif. Bon, la possibilité pour le détenteur du permis de contrôler l'usage des produits chimiques prohibés. Parce que le propriétaire du permis d'exploration est responsable de l'utilisation des produits prohibés. Il peut à tout moment attirer l'attention du détenteur de l'autorisation d'exploitation artisanale de ne pas procéder à l'utilisation soit des explosifs ou des produits chimiques prohibés. Bon, la facilité pour le détenteur du permis d'obtenir en cas de poursuite des travaux de recherche minière la libération des zones faisant objet d'exploitation artisanale. Bon, ce sont là quelques aspects positifs, mais il y a bien sûr les aspects négatifs. Il y a la réticence des exploitants artisanaux à libérer les zones concernées. Entrave aux travaux de recherche minière, destruction des bornes de sondage des détenteurs de permis de recherche, utilisation des équipements moulins, broyeurs à boulins, des produits chimiques prohibés tels le cyanure et le mercure et les substances explosives qui sont interdits dans l'exploitation artisanale au terme de la législation. Parce que qu'est-ce que l'on remarque en pratique
dès qu'il y a une autorisation d'exploitation artisanale, au moment où le détenteur du permis d'exploitation passe à la phase d'exploitation, l'artisan minier est toujours là et feint de ne pas savoir les limites du permis d'exploiter. Et en général, il reste à côté parce qu'il sait que c'est la partie riche. Et pour le faire partir, c'est compliqué. Souvent même, il vient dire à l'administration, oui, nous ne savons pas où est son permis d'exploiter, s'il peut de clôturer. Bon, alors que c'est souvent compliqué. Bon, et rendre là-bas, quelquefois même, ils vont sur la mine voler le minerai. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, on arrive à clôturer juste le périmètre du permis d'exploiter, mais c'est souvent difficile de clôturer tout le permis d'exploitation. Et les artisans miniers profitent de cette faille alors qu'ils connaissent bien leurs droits, mais quand on leur dit non, là vous êtes dans le permis d'exploiter, ils disent non, qu'ils ne sont pas au courant, alors qu'ils le savent bien. Les leçons à tirer pour la sous-région. Nous pensons qu'au regard du caractère social de l'exploitation artisanale, celle-ci doit être autorisée dans les permis de recherche. La sensibilisation doit être menée à l'endroit des exploitants artisanaux pour les faire comprendre que leur activité ne doit pas entraver les travaux de recherche sur les permis de recherche minière d'une part et d'autre part que l'exploitation artisanale soit conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le Burkina Faso a créé une agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées, ANEMAS, pour assurer au mieux l'encadrement et la surveillance des activités d'exploitation artisanale et semi-mécanisées. Il y a un office national de sécurisation des sites miniers qui est porté par toutes les forces de défense et de sécurité. Ensuite, nous avons un fonds de réhabilitation et de sécurisation des sites miniers, mais là, ça ne relève pas des exploitants industriels, c'est l'État même, à travers les royalties qui lui sont payées, qui donne un pourcentage pour la réhabilitation et la sécurisation des sites miniers également. Donc, nous pensons que, au regard de ça, l'exploitation artisanale, bien sûr, nous ne pouvons pas l'empêcher parce que c'est quand même des compatriotes, des nationaux qui le font, bien que l'idéal, la mine industrielle profite beaucoup plus à la nation, à la communauté, du fait, avec le fonds minier de développement local que le Code minier du Burkina a introduit, 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières doivent aller au développement local des communautés. Et alors que quand c'est l'exploitation artisanale, ça ne profite qu'à quelques individus. Et nous voyons même que s'il y a entrave, même souvent, les orpailleurs sont de connivence avec les chefs traditionnels pour empêcher l'exploitation industrielle de s'installer. Et la sensibilisation doit aller vers ça pour qu'ils comprennent que souvent même la mine industrielle les propose même des services pour qu'ils soient associés, mais nous force est de constater qu'il y a souvent des résistances, mais quand même, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est la formation, la sensibilisation qui est vraiment le maître mot qu'il faut à l'endroit des artisans miniers, mais c'est une ressource partagée, ils en ont droit aussi, dont la cohabitation est quand même souhaitable. Je vous remercie. Donc nous avons vu notre modèle de cohabitation. On peut peut-être dire que le mariage n'est pas facile, mais au moins ça a démarré. Donc nous aurons beaucoup de questions certainement à poser. J'aimerais maintenant tourner vers le secteur privé même pour avoir une petite présentation par M. Hilaire Diarra de Randgold Resources au Mali, qui va nous donner des expériences très pratiques sur ce que vous voyez sur le terrain. Merci. En fait, je me nomme Hilaire Diarra, je suis le directeur de développement durable de Randgold.
En fait, Randgold est une société africaine. On est présent dans 4 pays. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, à travers la mine de Tongon. Nous sommes au Mali. On a 3 mines au Mali en opération. Nous sommes en RDC. On a la mine de Kibali, qui est dans la province orientale, Ituri. Et nous sommes au Sénégal, on a un projet qui est très avancé et nous pensons que ça va devenir une mine. Donc, en ce qui concerne la problématique et les enjeux, je crois qu'on en a discuté depuis ce matin, depuis hier on en parle. Le manque à gagner pour les industriels à travers ce torpaillage, je crois que c'est énorme. Quelqu'un a voulu qu'on chiffre ça ce matin. Je crois que ça coûte même une mine entière, au fait, souvent, ces problèmes. Donc ça, c'est à hauteur de 400 millions de dollars. Je vous propose 3 solutions, au fait. Et ça, nous l'avons développé au fil des années d'engagement, de recherche de solutions, de participation dans des forums. Et il y a un premier modèle que je n'ai pas mis ici, c'est le premier modèle qu'on a essayé qui ne marche pas vraiment. C'est ignorer ce problème d'orpaillage. En fait, ça ne marche pas parce que il y a très longtemps, en fait, Randgold, on a le directeur de l'exploration Côte d'Ivoire ici. Et quand l'équipe d'exploration vient sur le site, il y a toujours l'orpaillage. On voit, ce sont les communautés, il y a l'orpaillage. Après, on ouvre une mine. Et souvent, nous, quand on arrive, l'équipe de développement communautaire, souvent, on ne parle pas aux orpailleurs. On les voit, on se dit, ah, ils sont là-bas. Quand ils envahissent nos permis, ou bien notre cible, nous allons voir le chef de village, ou bien nous écrivons une lettre aux autorités, venez régler le problème. Donc, ce premier modèle, ça ne marche pas. Donc, on a essayé ça, on a été là-bas, ça ne marche pas. Ça marchait un moment après, parce que l'État venait, le chef du village prenait ses actions, mais au fur et à mesure, ça s'arrête, ça ne marche plus. Personne n'a plus peur, personne n'écoute plus le chef. Ou le chef, quelqu'un l'a dit ici, le chef terrien, il a quelque chose en retour, donc on vous fait tourner. Mais il y a ces 3 modèles. Ce qui est de connaître ces orpailleurs. Donc l'approche que nous, on prend autour de nos opérations, au fait, ça varie. Vous allez voir que, parce que nous sommes au Congo, on est vraiment avancé avec les orpailleurs là-bas. Nous sommes au Mali, en Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des étapes. Et chaque pays a sa spécificité. Mais en gros, on a ce qu'on appelle l'engagement, parler aux orpailleurs. Au lieu d'aller voir le chef de village et le gouvernement seulement. Les 2 sont importants. Mais il faut aussi parler aux orpailleurs. Donc, on a commencé à faire des réunions avec les orpailleurs. On connaît les orpailleurs, ils nous connaissent. Donc, il y a eu beaucoup de cas où, quand ils envahissent nos cibles, on peut les appeler par téléphone. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Ils s'expliquent, on se met d'accord et quitte. Donc, il y a eu beaucoup de cas comme ça. Mais cette approche aussi a des limites. Parce qu'à un moment donné, on a eu comme feedback, mais vous nous dites de quitter à chaque fois qu'on est quelque part. On n'a nulle part où aller, on n'a pas d'alternative. Donc, on a commencé aussi à aller voir le gouvernement. On se dit, bon, ces gars disent qu'ils n'ont pas de terre. Dans le code, on parle de couloir, on parle de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai, il faut être sensible au problème. Donc, et quand quelqu'un a faim, on le chasse. Chaque fois, à un moment donné, il ne va plus partir. Donc, ce modèle a commencé à avoir aussi des limites, parce qu'il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de couloir. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas donner des alternatives? Donc, dans nos communautés, autour de nous, dans les communautés, on a vraiment mis l'accent sur le développement économique local. Même un tracteur qu'on donne au village, nous nous assurons qu'il y a un comité de suivi, l'argent que ça génère, que les villages puissent payer un autre tracteur pour embaucher un autre chauffeur pour améliorer le revenu de ce comité. Donc, chaque chose qu'on donne, c'est l'école et la santé qu'on n'applique pas à ce modèle. Mais on va aller vers là-bas, l'école privée, l'école pour générer des revenus. Mais toute autre chose, le point d'eau, tout ce qu'on fait dans le village, on essaie de transformer ça en projet de génération de revenus. Et on a mis l'accent beaucoup sur l'agriculture. Ça, c'est un exemple au Mali, où on a construit un collège agricole, agrobusiness.
Et donc, ces étudiants, notre mine, au fait, à Lolo, c'est dans une communauté qui est une communauté d'orpailleurs. À Caille, c'est la région de Caille, pour tous ceux qui connaissent le Mali. Donc, ces gens ne vivent presque que de l'orpaillage. Les études de base qu'on a menées au départ, c'est que 52% des revenus venaient de l'orpaillage. Donc, nous savions déjà que c'était un problème. Malheureusement, dans ces études, on ignore souvent ce problème d'orpaillage. Mais après, on essaie de rattraper. Donc, on a créé ce collège et c'était pas facile. Ça a une capacité de 100 personnes. Et au départ, on passe dans les villages. C'était avec le gouvernement, les services techniques. On se dit, avant même la construction, on passe dans les villages. On dit, on va faire ce projet. C'est pour donner une alternative à ce que vous faites. Et c'est très bien parce que l'agriculture, il y a la sécurité alimentaire. On donne le normal speech. Maintenant, les gars, ils affluent, ils sont contents, ils viennent. Quand ils viennent, on dit, bon, c'est pas un boulot, c'est une formation, ça va prendre 1 année, peut-être 2 ans, 3e année, on peut vous installer. Il n'y a pas de salaire, on dit, non, il n'y a pas de salaire, c'est une formation. Boum, on avait plus de 120 personnes, il y a 40 qui partent. Ils disent, non, on n'a pas ce temps, on ne peut pas faire, parce qu'il y a l'orpaillage, en fait. Donc on commence avec 80 personnes. On leur dit, on n'a pas d'argent à donner, il n'y a pas de salaire, c'est vraiment un truc. Donc il reste, 80 personnes restent, parce qu'il y avait peut-être 20 personnes dans ce groupe qui avaient l'espoir qu'on est en train de bluffer. Quand ils vont rester 1 mois, 2 mois, peut-être il y aura un salaire. Donc il reste, après 2 mois, 20 personnes quittent. Donc on est resté avec 60 personnes. Dans notre plan, quand on faisait l'étude de faisabilité de ça, le plus gros risque, c'était la rétention des étudiants. Donc, nous savions. Donc, on s'est dit, jusqu'à 25 étudiants, on va faire ça. Donc, c'était 60 personnes qui sont restées. Et nous-mêmes, on est arrivé à chasser 2 étudiants pour indiscipline. Donc, on a fini l'année avec 57 personnes. 1 personne est tombée malade. 57 personnes sont restées dans le centre. Ils ont été formés pendant 1 année. Et cette année, donc c'est un modèle au fait que nous sommes en train de faire, c'est pas fini. C'est sur 2 ans, 3e année on va les installer. Donc cette année c'est la phase incubation. On a même la GIZ, nos cantons travaillent avec la GIZ aussi. Donc on a créé 5 champs, ce champ est sur 5 hectares, hein. C'est clôturé, il y a tous ces trucs. Donc on a fait 5 autres champs de 5 hectares comme ça. Donc les 57 personnes, on les a divisés en 5 groupes. Et il y a des coachs au fait, pour les accompagner dans la phase d'incubation. C'est une véritable entreprise agricole, on veut démontrer. Donc chaque équipe est une entreprise, ils font leur étude de marché, ils font toute la chaîne, même la commercialisation. On a la chance, il y a les mines autour, donc le marché est garanti. Mais c'est un modèle que nous sommes en train d'expérimenter. Jusqu'à présent, les 57 personnes qui sont là-bas sont vraiment motivées et c'était presque tous des anciens orpailleurs. Et nous pensons que en les installant quand ils vont finir, parce qu'on a fait venir les microfinances, sources de financement, on donne ligne de crédit, 3e année, on va les installer sur leur propre champ. Donc nous pensons qu'en faisant ça, en créant beaucoup de fermes autour de nous, il y a cette sécurité alimentaire, mais il y a beaucoup, comme l'orpaillage, il y a beaucoup de petites business, d'entreprises qui s'agrèvent, ça aussi, il y aura beaucoup de petites entreprises qui pourront se créer dans la communauté. Donc ça peut améliorer les revenus. L'école aussi, on a mis un accent particulier sur l'école. Généralement, nous, les sociétés minières, on est très rapide à dire qu'on a créé une école, on a construit tant d'écoles, on a fait ça. Donc nous, on est parti dans la qualité, au fait. On a fait venir des ONG pour investiguer la qualité, le niveau des enseignants, comment améliorer cette qualité. Donc, pour essayer vraiment d'amener les gens à tirer vraiment profit de tout ce que nous faisons autour. Et tout ça, on n'a pas vu les limites de ce modèle parce qu'on n'a pas fini de l'expérimenter. Et le 3e modèle, c'est vraiment une idée, ça a toujours été l'idée du gouvernement du Mali, il faut donner les couloirs, puisque c'est dans le code, il faut ces couloirs-là. Parce que même si on donne toutes les alternatives aux gens, l'orpaillage c'est un métier, ça reste toujours un métier. Donc il y a certaines personnes qui aiment juste, ou bien qui savent faire que l'orpaillage. Donc il faut reconnaître ce métier et il faut donner ces alternatives-là. Donc au Mali, il y avait des couloirs, mais les gens, apparemment, les orpailleurs ont vendu ces couloirs même
très longtemps à des industriels. Donc il n'y avait plus de couloirs quand nous on venait. Après, le gouvernement a essayé de créer des couloirs. J'étais avec eux même sur le terrain. On est parti pour donner ces couloirs, pour faire le handover. Donc les locaux ont refusé parce que certains de ces couloirs, je parle sous contrôle certains de ces couloirs étaient sur une colline. Donc il n'y a pas eu un travail en amont avant d'essayer donc ça ne marchait pas. Donc nous-mêmes on s'est dit, pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? On a approché le gouvernement et j'insiste ici parce que c'est très sensible cette question de donner une partie de son permis pour expérimentation. La preuve en est qu'on a un comité au Mali. Quand on a proposé ça, il n'y a presque pas de société qui était prête à donner. Et puis c'est leur droit au fait. Ça doit pas être, je présente ça aujourd'hui, mais ça ne doit pas être comme étant une solution qui doit être appliquée à toutes les sociétés parce qu'il y a les lois. Donc nous, on a décidé, on va couper une partie de notre permis puisque le gouvernement aussi n'avait pas de solution de couloir. Donc on a décidé de choisir cette partie. Tout ça c'est notre permis au fait au Mali. Donc on a coupé cette partie. Nos géologues sont partis, ils ont testé. Donc il y a même les teneurs qui sont affichés. On a démontré que c'est vraiment faisable pour les orpailleurs. Donc on a approché le gouvernement et on a soumis au gouvernement. Et c'est un projet pilote que nous allons aussi faire. Mais nous pensons qu'il n'y a pas vraiment une solution panacée. Il n'y a pas de panacée pour il faut une approche vraiment intégrée de tout ça. Et tous ces acteurs autour de cette table, le modèle Sodemi, je crois que ça peut marcher. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire sur ce permis-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diarra. Je crois que vos mots de précaution, il n'y a pas de panacée. C'est bien le mot-clé de toutes nos discussions cet après-midi. J'aimerais maintenant tourner vers une participation plus active de notre panel. Et j'aimerais demander à M. Kwame Constantine de Social Justice de faire quelques commentaires vis-à-vis ce que vous avez appris cet après-midi, vis-à-vis vos perspectives en tant qu'ONG qui œuvre dans ce domaine. Merci. Je suis Kwame Constantin de l'ONG Social Justice. Voilà, et je voudrais d'abord dire que de tout ce qui sort des explications qui ont été données depuis ce matin, c'est que, comme il a dit tantôt, il n'y a pas de panacée. Et l'objectif, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons pour mission de travailler pour l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de tout le monde, aussi bien de l'État, des communautés et éventuellement des entreprises quand elles sont parties prenantes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous adoptons de plus en plus une approche, je veux dire, nous commençons à comprendre que nous devons adopter une approche de plus en plus inclusive dans le cadre de la gestion de ce phénomène. Parce que des personnes qui ont déjà commencé à mettre en œuvre une activité génératrice de revenus, il est difficile pour elles qu'on leur dise de laisser cette activité et de ne pas leur proposer quelque chose d'autre qui puisse leur permettre de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et il y a comme pour emprunter le mot de quelqu'un, cet establishment qui est au niveau des communautés et qui ne peut pas disparaître, je vais dire de manière magique comme ça. Donc, comme les expériences qui ont été partagées ont concouru à expliquer, il est important de pouvoir collaborer avec les autorités, collaborer avec les populations, les autorités locales, je vais dire, collaborer avec les populations de sorte à ce qu'il y ait des points de vue et que le centre d'intérêt de chaque acteur soit perçu. Avec la perception des intérêts des centres d'intérêt de chaque acteur, on peut facilement
parvenir à proposer des solutions qui soient vraiment durables. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a eu des succès dans les expériences qui ont été présentées, mais en même temps, il ne faut pas ignorer que les cas ne sont pas identiques. Voilà, il y a des similitudes, mais il y a quand même des différences pour ce qui concerne chaque cas bien précis. Même dans le même pays, il peut y avoir des cas qui sont différents. Donc, l'approche en tant qu'organisation de la société civile, ce que nous adoptons d'habitude dans nos activités, c'est une approche assez participative et inclusive des parties prenantes. Avant d'élaborer une politique de normalisation d'un secteur qu'on sait déjà assez sensible, il est opportun de réunir les différents acteurs et d'avoir leur point de vue, de sorte à pouvoir engager vraiment une réforme qui soit compréhensible et qui soit vraiment durable et réaliste. Parce que, on l'a dit, la méthode de la force a montré ses limites sur plusieurs expériences qui ont été présentées. Ça suppose que déjà, il y a eu un élément qui a été négligé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit approcher les cibles. Et ce que je déplore d'ailleurs, qu'on n'ait pas la présence de certains orpailleurs, des gens qui sont vraiment impliqués dans cette activité, parce qu'on parle d'eux. À la rigueur, ce qu'on peut faire, peut-être que c'est une interprétation de ce que nous avons vu, de nos expériences. Mais en réalité, les personnes qui sont parties prenantes dans cette affaire, qui sont impliquées dans cette activité-là, sont quand même, bien outillées pour nous expliquer quel est vraiment le réel besoin, quel est le réel problème qui se pose, de sorte à ce que nous puissions ensemble trouver une solution. Bon, supposons que je pars peut-être à Séguéla, ou bien que je pars peut-être à Angovier, que je dise qu'on a fait peut-être un atelier sur l'artisanat minier à petite échelle et qu'on a parlé des orpailleurs et tout ça, et qu'un orpailleur me demande, mais qu'est-ce que vous avez dit de nous là-bas? Alors, je ne peux pas lui faire tout l'atelier. Même si je veux le faire, je n'aurai pas le temps, et surtout que il y a des prises de position et des réflexions ici qui auraient pu l'amener peut-être à comprendre un certain nombre d'éléments. Donc, ça aurait été l'idéal, je ne sais pas ce qui a été à l'origine, mais ça aurait été l'idéal de vraiment inclure, ou du moins inviter ces personnes à prendre part effectivement à cette formation. Ça aurait été vraiment bénéfique pour la suite de la mise en œuvre de ce programme-là. Puisque il y a une phase, telle que ça a été présenté le matin, une phase de sensibilisation et de formation. Déjà, ils auraient pu comprendre que le gouvernement ne veut pas seulement, les déguerpir, mais les amener à comprendre un certain nombre de choses, les amener à s'organiser de sorte à ce que l'activité soit plus rentable aussi bien pour eux que pour l'État. Et les dangers effectivement qui sont liés à cette activité sont des dangers vraiment réels, et qu'il faut que ensemble on décide de trouver une solution par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc nous, en tant que Social Justice, pour revenir spécifiquement à nos activités, effectivement, nous avons jugé bon, parce que déjà le code minier, l'ancien code minier ne disposait pas de ce qui concerne l'orpaillage. Et lorsque le nouveau code minier a été élaboré, nous avons jugé bon de passer d'abord par une simplification du code minier et de l'expliquer aux différentes communautés pour qu'elles comprennent le contenu de ce code-là, de sorte à ce qu'elles puissent être mieux outillées pour ce qui concerne les activités minières et tout ça. Donc d'abord il y a l'approche, de sensibilisation, d'éducation. Et bon, nous avons mis dans ces différentes communautés
des comités de suivi qui ont certes une mission de veiller à de faire le suivi des activités de gouvernance dans la localité, mais qui ont une mission également de participer à la sensibilisation des communautés locales. Donc du coup, elles ont une mission également d'approcher les différentes communautés et de demander un peu quel est leur avis sur l'application du nouveau code minier, etc. Et sur cette question, les avis étaient un peu mitigés. Et il y a eu, des discussions, notamment sur les questions. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, lorsque nous leur avons dit les communautés minières avaient droit à 0,5% du chiffre d'affaires, les questions ont commencé à tourner autour de ces 0,5%, parce que c'est ça qui était le point central qui intéressait vraiment les communautés. Mais il fallait expliquer effectivement de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que elles peuvent parvenir à avoir accès vraiment à ces fonds-là, et quelles sont les normes et les procédures qui ont été mises en place par le gouvernement pour vraiment faire ce truc-là. Donc, c'est un peu, en quelques mots, l'expérience de Social Justice et aussi la vision aussi de comment est-ce que la réforme du secteur artisanal doit être abordée. Je vous remercie. Il faut être clair sur quel pays vous travaillez actuellement. Nous sommes une ONG ivoirienne, nous travaillons au niveau national. Au niveau national, oui. Uniquement. Oui, uniquement en Côte d'Ivoire. Ok, merci. Merci pour ces contributions de la société civile et en ONG. Nous avons démarré cet après-midi avec une présentation sur Sodomy et leur modèle. Nous avons vu que Monsieur le secrétaire général de Sodomy a été interviewé et maintenant il a, on peut dire, les derniers mots à dire vis-à-vis l'applicabilité de ce modèle Sodomy. La question que j'aimerais que vous traitiez, c'est que dans l'histoire de Côte d'Ivoire, on a eu qu'il y avait les moments d'interdiction des activités minières du secteur artisanal, mais il y avait aussi la promotion et la cohabitation, comme le Sodomy a vu. La question que j'aimerais que vous adressiez, c'est selon vos expériences, quels seraient les avantages et les inconvénients de permettre une telle configuration comme vous avez fait avec Sodomy, mais envers les autres sociétés privées minières en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce modèle peut marcher compte tenu du code minier et compte tenu du fait qu'il y avait une certaine souplesse de la loi que vous avez pu appliquer? Ça rejoint un peu à cette question qui a démarré le débat cet après-midi. Monsieur Léché. Merci beaucoup, Marc. Je vais répondre à votre question, mais je me préoccupe de quelque chose depuis ce matin et je tenais à le mentionner. J'ai écouté Dorothée, j'écoute mon voisin, j'ai écouté d'autres. Les 15 millions de personnes dont on parle, qui sont dans l'orpaillage, dans l'artisanat minier, mais 99% sont exploités. Ils sont exploités. L'expérience que j'ai à Sodomy, quelqu'un travaille 3 jours, voire une semaine, pour avoir l'équivalent d'or d'une bûchette d'allumettes. C'est comme ça qu'ils pèsent sur le terrain. C'est des exploités. Donc, n'idéalisons pas, ne voyons pas des entrepreneurs individuels qui cherchent... non. Il s'agit de personnes exploitées et il faut regarder le problème. Je crois que l'artisanat minier il se pose en social, comme je crois que c'est Randgold qui l'a. Il est social, il pose des contraintes économiques, il pose des contraintes environnementales et l'institutionnel vient pour tracer le cadre. Alors, je voulais dire que Sodomy même a encadré par le passé des artisans miniers d'or. Si notre permis dit de Maple,
connu sous le nom des herbeaux. Nous l'avons déjà fait. Donc nous avons une expérience. C'est pour commencer à répondre à votre question. Pour dire qu'il est applicable. Seulement, ce qui a rendu difficile la chose, et quelqu'un l'a dit aussi ce matin ou en début d'après-midi, c'est l'explosion. Gérer quelque chose qui arrive à flux continu mais maîtrisable n'est pas pareil que comme un flot à la suite d'une tornade qui vous prend. Si vous ne faites pas attention, ça vous emporte. Et là, il y a donc le problème des intervenants. Et pour dire pourquoi on peut l'appliquer et pourquoi il peut avoir beaucoup de problèmes. Oui, on peut facilement l'appliquer. Parce que si on y réfléchit à fond, on peut trouver des intérêts communs, même si on est privé. Et lorsqu'on se trouve dans une situation comme celle de la Côte d'Ivoire, où bientôt les 2/3 du pays sont ouverts, le Burkina parle de presque 100% du territoire, il faut bien reconnaître que c'est existentiel. Mais qui profite de l'orpaillage? Moi, je suis une société privée, je veux bien définir un couloir pour que des orpailleurs travaillent, mais au profit de qui? Est-ce que c'est vraiment social? Est-ce que c'est pour aider des gens du terroir? Et c'est ce que le conseiller technique disait. C'est des gens du terroir qui vont en profiter, ou des passants, ou alors quelqu'un qui est assis à Dubaï, qui veut approvisionner sa raffinerie au profit de groupes dont on ne connaît pas bien l'identité. Donc moi, en tant que société privée, j'ai déjà ces questionnements. Ces questionnements, devrais-je favoriser des groupes mafieux? Disons le mot. Première question. La deuxième question, devrais-je, moi, laisser, et je suis même pas l'administration minière, mais souvent on vient me trouver pour ça, devrais-je, moi, endosser la responsabilité du gâchis environnemental que des orpailleurs vont créer, qui détruisent plantations et pâturages? Est-ce qu'il y a un cadre qui me permet, moi, de me sortir d'affaire s'il y avait une poursuite? Dès lors, et c'est un ensemble de problèmes que peut-être il va falloir adresser. Ce que je puis dire, et que le gouvernement, nous, en tant que structure technique de l'État, que le gouvernement nous demande au travers de notre ministère, c'est de dire, maintenant, SODEMI, vous devez, chaque fois qu'on va attribuer une autorisation pour quelqu'un, vous devez lui donner les bonnes pratiques. Que ça soit sur vos permis ou que ça soit une autorisation qui lui est délivrée en dehors. Et donc, nous avons expliqué à nos collègues de la direction des mines et au cabinet que le mieux, c'est d'avoir des sites écoles. Des sites sur lesquels les gens vont déjà aller voir comment ça marche et ensuite les accompagner. Mais est-ce que l'entreprise privée peut consacrer ce temps à des orpailleurs? Que gagne l'entreprise privée à le faire? Alors c'est là que peut-être il faut aussi que l'entreprise privée réfléchisse autrement. Si l'entreprise privée regarde sa responsabilité sociétale, qu'elle intègre certaines données même techniques, les fonçages des puits, les tranchées et autres, on peut réserver des zones où certaines activités bien orientées peuvent se faire pour que ça serve aux orpailleurs
tout en servant à l'entreprise privée. Nous y avons quelquefois réfléchi parce que quand le code était en élaboration, toutes ces questions se sont posées. Mais lorsque l'on s'est rendu compte de certaines difficultés, il a fallu repartir d'abord comme nous sommes, former les gens, identifier les orpailleurs, les encadrer au mieux, et je suis sûr que les choses vont évoluer. Maintenant, vous dites, on est parti de l'interdiction à une autorisation. Bon, comme je l'ai dit, même si ce n'était pas écrit, avant la crise même de 2002, déjà Sodemi encadrait dans l'or comme dans le diamant. C'est dire que c'est quelque chose qui a toujours existé, au moins depuis une trentaine d'années. Les nouvelles dispositions sont plus claires et je pense que cette autorisation, comme le programme le dit, c'est la rationalisation de l'orpaillage. C'est-à-dire qu'il faut mettre des choses qui permettent à tout le monde d'être à l'aise. Mais aussi d'être à l'aise, pas n'importe comment, d'être à l'aise selon certaines normes et qui permettent de respecter des critères comme celles énoncées par l'OCDE, par exemple. Et je pense que c'est un processus. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de panacée. C'est un processus que le gouvernement a mis en place, qui sera certainement revisité pour tenir compte des difficultés sur le terrain, pour tenir compte des réalités. Mais je ne souhaite pas que moi, depuis quand même bientôt 5 ans, 6 ans, je vis dans ça, je vais régulièrement à Séguéla, je ne suis allé à Tortilla qu'une seule fois, je connais bien le permis des Zerebo, les orpailleurs sont presque sur tous mes sites, si des autorités préfectorales de Soubré, Issia, ou encore même à Boisseau, partout où nous on a des permis, Fetekro pour Dabakala et Katiola, partout où nous on a des permis, il y a des orpailleurs. Et je crois Sylvia de Endeavor, je l'avais vue ce matin, je ne sais pas si elle est encore là, mais les orpailleurs, ils sont même dans les forêts classées. Ils sont dans les forêts classées. Mais nous avons tous appris à l'école, il y a plein de géologues, que les orpailleurs aussi sont les éclaireurs des géologues. Ça au moins c'est une réalité. Maintenant, utilisons-les pour que ça soit utile pour nous tous. Et c'est là que peut-être nous devons tous avoir plus d'imagination que de rester dans nos cloisonnements confortables, je pense. Que les sociétés privées m'en excusent, mais je crois que nous devons chercher à habiller le corps et mieux comprendre, quelqu'un a parlé de certains métiers, mieux comprendre le modèle économique qui va avec l'orpaillage pour qu'une innovation soit faite. Mais au fait, une dernière question pour nous tous, pourquoi notre ami de Rangol disait les gens s'en vont parce qu'ils ont trouvé long? Parce que l'ouvrier, moi je dis l'ouvrier orpailleur, l'ouvrier, celui qui creuse là, il n'a pas besoin de formation. Tout le monde dans notre vie, nous tous, mais les gouverneurs qui sont devant moi, comme tout le monde, on aimerait avoir l'argent du jour au lendemain. Pourquoi aller s'asseoir dans une classe 6 mois, 1 an, 2 ans, vous dites jusqu'à 3 ans? Mais ici, c'est trop long. Si je voulais ça, je ne serais pas parti dans l'orpaillage. L'orpaillage, c'est parce que dès qu'on est en santé et qu'on peut tenir une bêche, on est orpailleur dès qu'on se présente et à la fin de la journée, on peut espérer quelque chose. C'est ça la réalité. Si on ne regarde pas tout ça, nous allons nous construire des modèles qui ne vont pas marcher. Donc, j'ai voulu soulever toutes
ces réalités, parce que moi, je dis, c'est des réalités. Le sous-préfet de Bobi serait là, on partage des choses ensemble. Vous voyez des gens qui travaillent une semaine, le conseiller technique Koulibaly qui était directeur de l'ingénierie minière, des gens qui travaillent une semaine, 2 semaines pour trouver un grain de diamant. Un grain. C'est pourquoi je dis, ils sont exploités. Mais quel profit eux ils tirent? Quel profit? Et Prat 2 est venu, en tout cas dans la zone de Ségala, à notre secours. Il a oublié lui-même quand la question des reconditions des sols. Mais les puits profonds qui sont convertis en pisciculture, mais ça occupe des gens. Mais malheureusement, à qui s'investit là-dedans? Parce que c'est long. Parce que c'est long, élever du poisson, 6 mois, 7 mois, pour eux c'est long. Ils veulent quelque chose, l'espérance qu'en 3 jours, ils vont aller chez l'Obognon, dit, directeur, on a trouvé 3 grains. C'est ça la réalité. Donc il faut trouver des occupations de courtes, dont la mise en œuvre est très courte pour les absorber. Voilà ce que je peux dire. Donc à vos questions, oui c'est applicable, mais il faut prendre toute l'économie de l'orpaillage en main, le comprendre et bâtir quelque chose de viable avec. Merci, M. Léché. Je crois que nous avons fait un voyage cet après-midi. On a fait un voyage du RDC. Ensuite, on a visité le Burkina, on a visité le Mali. On a repassé par la Côte d'Ivoire. En voyant les exemples, mais aussi on a posé beaucoup de questions très sérieuses, les questions existentielles d'une certaine manière, comme vous avez dit, mais aussi les questions très pragmatiques. Oui. Merci. Alors, vous dites pas de polémique, mais je vais contredire quand même quelque chose. Mon expérience avec les creuseurs, c'est dommage justement qu'ils ne sont pas là, parce qu'il y a toute facette qui y a présentée. Beaucoup d'eux ont creusé pendant tant d'années qu'aujourd'hui, cette mentalité de jeu de chance, que je veux gagner rapidement, etc., beaucoup ne l'ont plus. Et beaucoup sont ouverts à la formation, à la professionnalisation, à l'amélioration de leurs conditions de travail, de telle sorte qu'ils deviennent vraiment des gens qui peuvent gagner à travers ce métier parce qu'ils n'ont rien d'autre et ne se sont pas formés ailleurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Ce n'est que les tout nouveaux, quand ils se rouent vers les lieux, qu'ils peuvent avoir encore cette mentalité. Mais la plupart des creuseurs, en moyenne, notre date de base de données montre qu'en moyenne, les creuseurs restent dans cette ville à 15 ans. Et en 15 ans, ils ont perdu beaucoup d'illusions. Merci. Merci. Monsieur de Niger, vous avez essayé depuis le début de ce matin. Donc, je vous laisse la parole pour une question, un commentaire précis. Merci beaucoup. Bonsoir, chers collègues. Moi, mon intervention s'adresse au DG Mines et Carrières de Burkina Faso. Par rapport à la coexistence dont on parle maintenant entre donc les artisanaux et les mines industrielles. Donc, j'avais connu une expérience en 2015 au Burkina, dont j'ai eu la chance d'assister, ce qu'ils appellent Forum RSE. Et ce forum-là fait intervenir pratiquement les sociétés minières qui sont au Burkina et les orpailleurs, les associations des orpailleurs, tout, pour échanger sur une coexistence pacifique. Parce que la thématique dans laquelle j'ai assisté, c'était coexistence pacifique entre l'artisanat minier et l'industrie minière. Donc, j'aimerais savoir à cette date quel est le sort réservé donc à ce forum-là, qui travaille dans une dynamique de coexistence entre donc les orpailleurs et les industries minières. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Bon, ok, merci. C'est comme je l'ai dit, au Burkina, il y a une agence qui a été mise en place, l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées. Il y a même son directeur général dans la salle, à l'occasion, il dira un mot. Donc, nous sommes dans la dynamique et l'agence est fonctionnelle pour organiser les orpailleurs à pouvoir travailler pas dans des couloirs, mais dans les permis de recherche des compagnies minières, et pour que leur activité soit suivie et que, parce qu'il y a la déperdition de l'or qui se passe au niveau de l'artisanat minier, que nous puissions réussir à capter cet or, que ça profite au budget de l'État et que ça leur profite mieux aussi, parce que cette agence en fait va racheter l'or des artisans à un prix plus intéressant pour éviter qu'ils n'aillent le vendre par la fraude. Donc je pense que nous sommes dans cette dynamique et vraiment le nouveau gouvernement tient, il y a même une loi sur la commercialisation de l'or, et le problème est prêt à prendre le corps, et je pense que nous allons pouvoir juguler un peu cette activité. Avec votre permission, peut-être le DG de l'ANEMAS va dire quelque chose. C'est une nouvelle expérience que nous voulons tenter au Burkina Faso. C'est l'État qui s'implique directement dans la gestion de l'orpaillage. Nous avons tenté. Au début, dans les années 86, quand l'orpaillage s'est installé, l'État a donné le monopole à une société d'État qui encadrait et qui commercialisait l'or. Ça a marché jusqu'à l'évolution. Les passes sont venus, les programmes d'ajustement structurel, et l'État s'est désengagé. Le vide qui a été créé là, on a constaté que les opérateurs privés n'ont pas respecté, n'ont pas joué leur rôle. Donc on a constaté que le secteur était laissé à lui-même et la fraude s'est installée. L'État, jusqu'à l'année dernière, je ne sais pas la production qui a été déclarée l'année dernière, c'est combien? 336 kg d'or qu'ils disent qu'ils ont exporté. Mais quand on attrape un fraudeur, c'est avec 75 kilos, c'est avec, je ne sais pas, il finit par dire qu'en réalité, ce qui sort du Burkina, c'est entre 8 et 10 tonnes. Vous voyez? Donc l'État, et quand il y a les éboulements, comme ça s'est passé avant-hier, on dit que l'État n'est pas là. On a dit d'accord, on va s'engager. Et c'est comme ça qu'on a créé l'agence à qui on va transférer la compétence de gérer tout ce qui est exploitation artisanale et de commercialiser l'or. On n'a pas vocation, l'État n'a pas l'argent pour acheter tout cet or-là, mais on sera un bureau de passage. Et à l'occasion, on va prendre la fiscalité, une fiscalité réduite, qui fait qu'ils seront plus tentés par la fraude. Les gros acheteurs, ils vont passer par nous pour avoir, et on va prendre un minimum de fiscalité. Mieux vaut avoir, j'allais dire, 1 franc sur 10 tonnes que, de chercher 100 francs sur 0 tonnes. La réalité, c'est ça. Donc, je crois qu'on s'est compris. Les orpailleurs, nous allons les identifier, les fiscaliser. Tout orpailleur aura une carte et on est en train de mettre en place un système de coopératives. Les coopératives auront des avantages qui vont rejaillir sur les membres. Donc vous avez intérêt en tant qu'orpailleur à faire partie d'une coopérative, sinon vous ne bénéficiez pas de ces retombées-là. C'est-à-dire c'est par rapport à leur travail. L'encadrement, ça va aller depuis quand ils creusent les trous pour sécuriser. Et le circuit de traitement, on est en train de vouloir mécaniser. Je pense que l'exemple de la RDC nous correspond mieux. Éviter le travail travailler dans des conditions de sécurité, si c'est les produits chimiques qu'on doit utiliser, parce que c'est les moyens pour capter l'or. Mais il faut le faire dans des conditions sécurisées. Si quelque chose est interdit, c'est interdit. On ne veut plus travailler le mercure. Donc il y a des systèmes de traitement qui permettent de ne pas travailler le mercure et on va mettre ça à leur disposition. Voici un peu la démarche dans laquelle nous sommes et le problème posé par l'ami du Niger est déjà pris en compte. C'est l'État qui sera en prise avec les compagnies minières. On se comprend mieux parce que en réalité, l'orpaillage est un mal nécessaire qu'on doit gérer. Sinon, nous sommes pour l'exploitation industrielle. C'est ça que nous encourageons, mais un mal nécessaire que nous voulons gérer de cette manière-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Okay. Je pense qu'on pourrait parler toute la nuit quand même. Et c'est avec grand regret que je dois clôturer cette séance. Vous comme moi, nous sommes tous passionnés par le sujet de coexistence.
nous avons vu quelques exemples sur comment cela pourrait se passer. Je suis très reconnaissant au présentateur et surtout monsieur le directeur général de Sodomy qui a pu clôturer cette séance avec des questions importantes, mais en démarrant avec 3 cas très précis d'exemples. Je souhaite que pendant les pauses café de la prochaine journée et encore ce soir, que chacun aura l'occasion de continuer la discussion informelle avec nos participants. Donc, on a fait peut-être un mariage de noces. On va espérer que cette cohabitation va toujours bien marcher, mais nous savons bien que les tensions vont continuer et c'est peut-être le fait qu'il y a les tensions et qu'il y a des crises, que ça c'est positif, parce qu'on essaie de trouver les solutions. Et ce sont les exemples de cet après-midi qui nous a montré que la bonne volonté de travailler dans une situation difficile donne des solutions innovatrices. Les solutions ne sont pas définitives, mais on est en train d'essayer. Et ça, c'est mieux que rien. Donc, je vous remercie de votre attention et demain matin, on va redémarrer à 8h30. Je crois qu'on peut bien démarrer à l'heure avec beaucoup de présentations intéressantes et une bonne discussion. Je vous remercie.